Imaginez un instant la scène. On essaie de rédiger un texte complexe. Disons une analyse de marché extrêmement pointue, un essai philosophique ou même le chapitre décisif d'un roman. Un travail qui demande vraiment toute notre attention. Exactement. Mais au lieu d'être installé dans le silence d'une bibliothèque ou, je sais pas, dans un bureau calme, on se retrouve soudainement assis en plein milieu de la piste de danse d'une discothèque complètement bondée. Oh là là, l'angoisse. Ah mais totalement. Il y a des néons agressifs qui clignotent de tous les côtés, de la musique assourdissante dont les basses font vibrer la table, et des dizaines de personnes qui hurlent en permanence pour capter notre attention. C'est une image absurde, on est d'accord. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Et pourtant, métaphoriquement, c'est la description la plus précise possible de l'expérience quotidienne de l'écriture sur un ordinateur moderne. Et plus spécifiquement, au sein d'un navigateur web. Ouais, parce que les navigateurs, en fait, c'est une merveilleuse machine de découverte d'interconnexion mondiale. Mais par sa nature architecturale même, c'est aussi une prodigieuse machine à distraction. C'est clair. On exige de notre cerveau qu'il produise de la pensée profonde, de l'analyse, de la nuance, tout en baignant dans l'environnement le plus superficiel et le plus sollicitant jamais conçu par l'ingénierie humaine. C'est vraiment le grand paradoxe de la création à notre époque, quoi. L'outil indispensable à notre travail est simultanément notre pire ennemi en termes de concentration. Tout à fait. Et c'est précisément pour décortiquer ce problème, en apparence insoluble, que nous plongeons aujourd'hui dans une documentation officielle tout à fait fascinante. Notre exploration se concentre sur une extension de navigateur appelée Navis, Navis, ouais. qui a été conçue par l'éditrice. C'est ça, Et il se présente d'ailleurs très sobrement comme le compagnon des écrivains. ce qui annonce tout de suite la couleur. Alors, notre mission, pour cette analyse approfondie, c'est de comprendre les mécanismes par lesquels ce petit morceau de code prétend créer un sanctuaire psychologique inviolable directement à l'intérieur même du danger. C'est-à-dire au sein de navigateurs comme Chrome, Firefox, Edge, Brave, Vivaldi ou Opera. Détaillons un peu tout ça parce que la promesse formulée dans leur document est extraordinairement audacieuse. Ils affirment pouvoir offrir à l'auteur tout ce dont il a besoin sans qu'il n'ait jamais à quitter sa bulle créative. Et pour évaluer cette promesse, il faut commencer par l'écosystème linguistique de base que Navis propose. En fait, l'outil s'attaque d'abord aux micro-interruptions. Les petites coupures, quoi. Voilà. Quand on écrit, on trébuche constamment sur des besoins techniques immédiats. Trouver un synonyme, vérifier une définition, explorer le champ lexical d'un concept un peu complexe. Ou juste s'assurer de la conjugaison d'un verbe. C'est les fondations du métier. C'est le pain et le beurre de quiconque manipule des mots. Exactement. Mais l'innovation ici, elle réside pas dans ce qu'ils offrent. Je veux dire, les dictionnaires, ça existe depuis des siècles. Bien sûr. La fameuse boussole, oui. Et lorsqu'elle est activée, l'information demandée apparaît en surimpression, flottant littéralement au-dessus de la page web ou du document qui est déjà en train d'être rédigé. Donc, il n'y a aucun besoin d'ouvrir un nouvel onglet. On n'est jamais redirigé vers la page d'accueil de Google ou autre. Jamais. La documentation mentionne aussi l'intégration de notes libres, une sorte de post-it numérique qui reste visible, peu importe l'onglet consulté, et la sauvegarde de l'historique des recherches de la session en cours. C'est hyper pratique pour garder le fil. Moi, quand j'essaye de visualiser ce fonctionnement, l'analogie qui me vient spontanément à l'esprit, c'est celle d'un majordome invisible. Un majordome. Ouais. Imagine, on est à son bureau en bois massif, on cherche un mot. Au lieu de devoir se lever et de marcher jusqu'à la grande bibliothèque à l'autre bout de la pièce. Et de risquer en chemin de regarder par la fenêtre, de voir qu'il pleut. C'est ça. Ou de se rappeler qu'il faut payer une facture. Eh bien là, le majordome glisse silencieusement une petite fiche cartonnée sous nos yeux au moment exact où l'on en ressent le besoin. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette analogie du majordome, elle révèle un mécanisme neurobiologique fondamental. Ah oui ? Oui, parce que le problème d'aller à la bibliothèque de l'autre côté de la pièce, ou dans le monde numérique, d'ouvrir un nouvel onglet, c'est pas seulement le temps physique qui est perdu. C'est quoi alors ? C'est l'effondrement de ce que la psychologie cognitive appelle la charge cognitive, et le coût dramatique du changement de contexte. Attends, pour être bien clair, le simple fait d'ouvrir un onglet de navigateur pour chercher un verbe, ça a un coût neurologique mesurable. Absolument. Ce n'est pourtant qu'un seul clic de souris, non ? C'est un clic pour le doigt, mais c'est un véritable séisme de traitement de l'information pour le cortex préfrontal. Un séisme ? Carrément ? Analysons ce qui se passe mécaniquement. Lorsqu'on ouvre un nouvel onglet, le cerveau est soudainement forcé d'évaluer un tout nouvel environnement visuel. Ah oui, avec tous les éléments de la page. Voilà, il y a peut-être les miniatures de nos sites les plus visités, la barre de favoris avec ses dizaines de logos très colorés, l'icône rouge d'une notification d'email dans le coin supérieur, l'horloge même. Et du coup, ça fait beaucoup à traiter. Exactement.
Tout cet afflux massif de données non pertinentes, ça force le cerveau à effectuer un tri. Il doit consciemment décider ce qui est important et ce qui doit être ignoré. Et pendant ce temps-là, on oublie ce qu'on écrivait. C'est exactement ça. Pendant cette fraction de seconde de traitement visuel, la concentration originelle, cette espèce de structure mentale hyper fragile qui soutenait la phrase qu'on était en train de construire, elle est littéralement balayée. Impressionnant. Et les études sur l'ergonomie cognitive montrent qu'après une interruption de ce type, il faut parfois plus de 20 minutes d'effort mental pour retrouver la même profondeur d'immersion, le fameux état de flow. Donc, si je comprends bien, cette interface de boussole en surimpression, c'est pas qu'une simple question de confort ou de gain de temps, quoi. Pas du tout. C'est en réalité un garrot d'urgence placé sur une hémorragie de l'attention. Et en y réfléchissant, ça résonne puissamment pour quiconque nous écoute. Oh que oui. Pas besoin de rédiger le prochain grand prix littéraire pour comprendre ça. Quiconque écrit un email stratégique critique ou synthétise des données pour un projet complexe connaît ce moment tragique. Le moment où on part chercher un mot. Voilà, le moment où la simple recherche d'une définition nous fait atterrir sur une vidéo complètement hors sujet 30 minutes plus tard. Et pour maintenir l'intégrité de ce garrot, la documentation technique précise un choix de conception absolument crucial. Cette extension, elle est totalement gratuite. Gratuite ? Vraiment ? Oui, et elle ne requiert la création d'aucun compte. Et surtout, aucune donnée n'est collectée ou envoyée vers des serveurs tiers. Waouh ! Dans l'écosystème numérique contemporain, c'est presque une aberration statistique de voir ça. Mais complètement. Aujourd'hui, on nous répète que si le produit est gratuit, c'est que nous sommes le produit, quoi. Alors, pourquoi choisissent-ils de s'asseoir sur cette manne financière que représente la donnée utilisateur ? Parce que techniquement, le sanctuaire psychologique ne peut pas exister avec la paranoïa. C'est joliment dit, ça. Pour qu'un individu puisse libérer toute sa créativité, son esprit doit pouvoir baisser la garde. Si même inconsciemment, on sait que l'outil qu'on utilise analyse nos brouillons ou traque nos hésitations, Ou monétise le champ lexical de nos recherches, ouais. voilà, eh bien une partie du cerveau reste en mode défensif. L'absence garantie de collecte de données, ça crée un espace en vase clos. C'est le contrat de base de la sécurité psychologique nécessaire à la création. Ce qui crée une passerelle logique vers la suite de l'analyse, en fait. Une fois que cet outil s'est assuré que les mots restent privés et qu'on ne se perd pas dans d'autres onglets, on se rend compte que bloquer la distraction purement textuelle, c'est qu'une moitié de la bataille. Exactement. Il y a l'environnement autour. Parce que si notre ordinateur est toujours perçu sensoriellement comme cette fameuse discothèque hurlante, le stress environnemental reste présent. Et c'est là que la documentation montre comment Navis se transforme en une véritable forteresse de l'attention. L'outil va orchestrer l'environnement sensoriel. Et c'est une transition d'une logique implacable. Traiter le texte sans traiter l'environnement de production, c'est un peu comme essayer de colmater une fuite d'eau pendant un ouragan, quoi. Alors, comment s'y prennent-ils ? Ça commence de façon classique avec un timer Pomodoro intégré. L'utilisateur peut le calibrer sur 20, 25 ou 45 minutes de concentration ininterrompue. Un classique de la productivité. Ouais. Il tourne en arrière-plan et se signale par une sonnerie décrite comme douce. Jusque-là, on connaît. Mais c'est au niveau de l'immersion sonore qu'on bascule dans une autre dimension. Ah oui, le mixeur audio. L'extension intègre un mixeur audio qui permet de superposer différentes pistes. La documentation est très précise là-dessus. On peut mixer le son de la pluie avec des vagues, le vent dans la forêt, le crépitement d'un feu de cheminée. L'ambiance d'un café animé aussi. Et même, et ça c'est très spécifique, l'atmosphère d'une taverne médiévale. Une taverne médiévale, oui. Pour ne laisser qu'un halo de lumière sur la fenêtre de rédaction. Ce que nous observons là, c'est vraiment une ingénierie de l'isolation sensorielle contrôlée. En superposant l'ouïe et la vue, l'outil tente de prendre le contrôle de nos canaux perceptifs primaires. Je dois avouer que je me suis posé une question très pragmatique, et même avec une pointe de scepticisme en lisant ces détails. Laquelle ? Soyons honnêtes une seconde. Nous sommes face à des géants de la technologie. Des plateformes sociales qui emploient des armées de neuroscientifiques dont l'unique but est de concevoir des algorithmes capables de générer des pics de dopamine intenses pour nous garder accros. C'est un combat de David contre Goliath, on est d'accord ? Face à cette puissance de frappe colossale, est-ce qu'on peut sérieusement croire qu'un fichier audio superposant de la pluie et une taverne médiévale pendant 45 minutes va fondamentalement m'empêcher de ressentir le besoin compulsif de vérifier mes notifications ? Ça paraît dérisoire. Ça semble être une défense de papier face à un char d'assaut. N'est-ce pas plutôt l'obscurcissement physique de l'écran, ce mode focus total, qui fait tout le travail en cachant les stimuli visuels ? C'est une excellente remise en question.
Sur le papier, un simple bruit de feu de cheminée ne fait effectivement pas le poids face à la mécanique addictive d'un algorithme de recommandation de contenu. On est bien d'accord. Cependant, il faut analyser ça sous l'angle des mécanismes de formation des habitudes. Les sons proposés, ils sont pas destinés à combattre la distraction par la force brute, ni à agir comme de simples réducteurs de bruit. Ils font quoi alors? Ils travaillent de concert avec le mode focus total visuel pour instaurer un réflexe de conditionnement classique. Ah, on parle des chiens de Pavlov, là. La cloche qui sonne et déclenche la salivation sans même que la nourriture ne soit présente. C'est exactement le même principe neurologique. Au tout début de l'utilisation, oui, l'individu compte sur sa seule force de volonté. Il active le mode sombre pour masquer les distractions visuelles de son navigateur et il met le son de la taverne médiévale dans ses écouteurs pour masquer le bruit de son immeuble. Jusque-là, c'est de l'effort conscient. Mais la magie opère après la 20e, la 30e session de travail. Le cerveau humain est une formidable machine à repérer des motifs. Des patterns, ouais. Il finit par associer de manière indissociable cette configuration visuelle et sonore très spécifique à l'état de production créative. Le rituel remplace l'effort de volonté, en somme. Exactement. Au bout de quelques semaines, le simple fait d'entendre ce mixage sonore exact de pluie et de cheminée, combiné à l'assombrissement de l'écran, envoie un signal chimique et électrique immédiat au système nerveux. Ça déclenche le mode travail. Le cerveau comprend que l'environnement a changé de polarité. Ce n'est plus un espace de consommation passive d'informations, c'est devenu un espace de production active. L'association de ces deux sens, la vue et l'ouïe, ça court-circuite le besoin de lutter consciemment contre l'envie d'ouvrir un autre site. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on réalise que Navis n'est pas un simple couteau suisse pour écrivain, c'est un cheval de Troie, conçu pour pirater notre propre cerveau à notre avantage en instaurant un sas de décompression neurologique. C'est tout à fait ça. Un piratage bienveillant. Aujourd'hui, c'est bien simple. L'IA est partout. La plupart des outils l'intègrent de force, presque comme une intrusion, avec des boutons clignotants suggérant sans cesse d'écrire à notre place. Oui, le fameux autocomplétion un peu agressif. Or, Navis propose bien l'accès à des modèles de pointe comme Claude, ChatGPT, le français Mistral ou Gemini. On peut poser des questions sur la structure de son texte ou chercher des idées sans quitter la page. Mais il y a une condition technique qui m'a stupéfié. Ah oui? Laquelle? L'utilisateur a l'obligation absolue de connecter sa propre clé API. C'est sans doute la distinction architecturale la plus importante de tout le système. Pour que l'image soit claire pour tout le monde, j'imagine une clé API comme le fait d'aller louer une voiture de sport chez un concessionnaire, mais l'agence vous prévient que vous devez apporter votre propre moteur pour la faire rouler. J'aime beaucoup cette analogie. Navis fournit l'habitacle, le tableau de bord en surimpression, le volant, mais c'est l'utilisateur qui doit brancher le conduit de données qui relie son ordinateur directement au serveur de Mistral ou d'OpenAI. C'est bien ça. L'image est très juste. L'extension en elle-même est inerte. Sans cette clé, elle possède aucune capacité d'intelligence artificielle intégrée. Mais pourquoi faire ça? J'ai vraiment du mal à comprendre d'un point de vue stratégique. En termes de fluidité d'utilisation, c'est une barrière énorme. C'est vrai que c'est inhabituel. Demander à quelqu'un qui veut juste écrire un roman d'aller sur une plateforme de développeur, de créer un compte, de générer une suite de caractères cryptiques et de la coller dans les paramètres de l'extension, c'est introduire une friction monumentale. C'est sûr. La plupart des entreprises font tout pour retirer la moindre friction afin de garder l'utilisateur captif. Pourquoi diable impose-t-il cette complexité technique? Parce que dans ce cas précis, la friction n'est pas un défaut de conception, c'est une déclaration de principe. C'est-à-dire? C'est de la friction productive. L'exigence de la clé API remplit deux fonctions vitales. La première est technique. En utilisant votre propre tuyau de communication, l'entreprise l'éditrice n'agit à aucun moment comme intermédiaire. Ah, ils voient rien du tout? Rien. Ils n'ont physiquement pas accès au texte que vous soumettez à l'IA, ils ne stockent pas vos brouillons, ils ne peuvent analyser aucune de vos requêtes. On retrouve la notion de sanctuaire qu'on abordait avec la gratuité de l'outil, en fait. C'est une garantie mécanique de confidentialité, et pas juste une vague promesse écrite en petits caractères. C'est ça. Mais la deuxième fonction est purement psychologique, et elle est liée à la préservation de l'ego de l'auteur. L'ego de l'auteur. Comment ça? Lorsqu'un logiciel grand public intègre l'IA de manière trop fluide, la machine prend très vite l'ascendant. Elle devient un co-auteur fantôme qui s'impose, qui devance vos pensées, qui auto-complète vos phrases avant même que vous n'ayez pu les formuler. Oui,
On a l'impression d'être dépossédé de son texte. Exactement. En imposant cet effort technique initial et en confinant l'IA derrière la fenêtre de la boussole, Navis redéfinit la relation de pouvoir. L'IA est ramenée à son statut strict de sous-traitant. C'est brillant. Le simple fait d'avoir dû installer le moteur soi-même nous rappelle en permanence que nous sommes le pilote. L'IA devient un consultant silencieux qu'on convoque uniquement lorsqu'on est bloqué, pas un remplaçant qui dicte le ton du texte. C'est exactement l'idée. Et ce respect absolu de la psychologie de celui qui écrit, de ses doutes et de sa légitimité, ça nous amène à la dernière section de la documentation. Et honnêtement, c'est la fonctionnalité la plus inattendue que l'on puisse trouver dans une extension de navigateur. C'est vrai que c'est surprenant. C'est basé sur un concept tiré d'un livre publié par l'éditrice qui s'intitule « Écrivain, 10 façons d'exister ». L'outil ne se limite pas à corriger des fautes, il invite l'utilisateur à identifier son profil créatif parmi 10 grandes familles d'archétypes psychologiques. Et rien que les noms de ces archétypes offrent une lecture fascinante du processus de création. Ils sont magnifiques et très évocateurs. On retrouve les tisseurs, les alchimistes, les voyageurs, les visionnaires, les sages, les enchanteurs, les modeleurs, les insurgés, les messagers ou encore les songeurs. Toute une mythologie. Et dès que l'utilisateur valide son profil, l'outil s'adapte en débloquant un mantra créatif spécifique et des ressources ciblées. Cela m'a immédiatement fait penser à ces tests de personnalité en psychologie d'entreprise, genre le Myers-Briggs, Oui, on voit bien le parallèle. mais calibrés de façon chirurgicale pour la mécanique interne de la création littéraire. Cette comparaison est très appropriée car le but de tout test de personnalité sérieux n'est pas de juger une méthode, mais de comprendre les leviers de motivation et les blocages inhérents à un mode de fonctionnement précis. Concrètement, comment cela se manifeste-t-il? Si l'on prend l'archétype des tisseurs, par exemple, la documentation laisse entendre que ce sont des architectes. Ce sont des gens structurés. Voilà, ce sont des esprits qui ont besoin d'une structure rigide, qui aiment planifier chaque chapitre, relier les intrigues comme des fils bien tendus. À l'opposé complet du spectre, on trouve les alchimistes. Ah, les alchimistes. Pour eux, la structure préalable est paralysante. Ils préfèrent jeter des concepts bruts dans un chaudron, mélanger le tout de façon chaotique et voir ce qui se produit lors de l'explosion créative. Comment un simple chronomètre et un dictionnaire peuvent-ils réconcilier des approches aussi radicalement différentes? Cela soulève une question importante sur la philosophie de l'outil. Et par extension, sur la mission même de ses créateurs. Quand on lit le slogan de l'éditrice « Prendre soin de ceux qui écrivent le monde », on découvre le diagnostic profond qu'ils ont posé sur l'acte de création. Et c'est quoi ce diagnostic? Ils ont compris par l'expérience que l'obstacle numéro 1 à l'écriture, ce n'est presque jamais un manque de maîtrise technique, une carence de vocabulaire ou une lacune en conjugaison. Non, c'est quelque chose de plus interne. Le véritable poison qui paralyse la production intellectuelle, c'est le syndrome de l'imposteur. Ah oui, Ce sentiment persistant et toxique de n'avoir aucune légitimité, cette conviction qu'on bidouille, qu'on ne fait pas les choses correctement. et que tôt ou tard, on va être démasqué. Exactement. Prenons notre alchimiste de tout à l'heure. Dans la plupart des guides d'écriture classique, on explique qu'il faut un plan détaillé et des fiches de personnages avant d'écrire la première ligne. Ce qui est son pire cauchemar. L'alchimiste, incapable de fonctionner ainsi, se sent instantanément illégitime. L'intégration de ces archétypes dans l'interface, c'est une mécanique de validation psychologique instantanée. D'accord, je vois le mécanisme. En identifiant l'approche chaotique de l'alchimiste et en lui fournissant un mantra qui valorise l'expérimentation, l'outil lui dit implicitement que sa façon de travailler porte un nom, Que c'est normal en fait. qu'elle fait partie d'une longue tradition. Le chaos est votre méthode de résolution de problèmes et elle est tout aussi valide que la méthode d'un architecte. Le syndrome de l'imposteur se nourrit de l'isolement. L'archétype dissipe cet isolement en créant un sentiment d'appartenance. Il y a une phrase dans leur manifeste qui cristallise cette approche de façon assez percutante. Ils écrivent « Tu n'es pas en train de devenir écrivain. Tu l'as toujours été ». C'est fort. Entendre ça de la part d'une simple extension logicielle qui gère par ailleurs des onglets navigateurs, c'est assez vertigineux. C'est presque du soutien émotionnel encodé en JavaScript, quoi. C'est joliment résumé. Alors qu'est-ce que ça signifie au fond, si on recule d'un pas pour contempler l'ensemble de la machine? On a devant nous un outil qui s'installe en quelques secondes. Il offre un dictionnaire superposé pour limiter la charge cognitive des nouveaux onglets. Il propose un conditionnement pavlovien par le son et l'obscurité visuelle. Il intègre la puissance des plus grands modèles d'IA du marché, tout en exigeant une configuration par clé API pour garantir la sécurité et l'autorité de l'humain.
Et enfin, il déploie un système d'archétypes pour neutraliser le syndrome de l'imposteur. Et tout cela en restant gratuit, silencieux et invisible dans la bordure du navigateur. C'est un modèle d'architecture numérique d'une grande rareté. Et son importance déborde très largement de la stricte communauté littéraire d'ailleurs. C'est-à-dire? Pour quiconque nous écoute et dont le travail implique d'extraire du sens, de formuler des concepts ou de produire de la réflexion au moyen d'un clavier, cet outil illustre une réalité cruciale. La quasi-totalité de l'infrastructure logicielle actuelle est extractive. Elle est conçue pour capter, retenir et monétiser notre attention. Oui, l'économie de l'attention. Ce que démontre ce compagnon, c'est qu'il est techniquement possible de concevoir une technologie défensive. Une technologie construite sur le paradigme inverse, dont l'unique fonction est de protéger le temps de cerveau et la souveraineté intellectuelle de son utilisateur. La technologie, vue non plus comme un hameçon, mais comme une armure. Et cela m'amène à une réflexion finale, une interrogation assez vertigineuse que je laisserai en suspens pour chacun de nous. Je vous écoute. Si, à notre époque, le simple acte de rédiger un texte nécessite de déployer un arsenal aussi complexe, un accès modéré à des réseaux de neurones artificiels, des barrières auditives paramétrables pour nous conditionner neurologiquement et un miroir psychologique sophistiqué pour empêcher notre ego de s'effondrer sous le doute. Ça fait beaucoup d'équipements. Le tout enfermé dans un programme dont le but est de masquer le reste de notre ordinateur. Est-ce que cela ne prouve pas que la nature même du travail intellectuel est en pleine mutation? C'est une vraie question. L'écriture, aujourd'hui, ne ressemble plus vraiment à cette image d'Épinal d'une machine à écrire et d'une feuille blanche qu'il suffit de noircir de mots. C'est devenu l'art de bâtir, d'orchestrer et de maintenir sous perfusion un écosystème de survie numérique. Un scaphandre, presque. Un scaphandre complexe, oui, conçu pour nous protéger de la distraction perpétuelle du réseau et peut-être même pour nous protéger de nos propres compulsions. En fin de compte, si on ne peut pas fuir la discothèque hurlante qu'est devenue l'Internet, on n'a peut-être pas d'autre choix que d'apprendre à construire des forteresses invisibles à même la piste de danse. Ce podcast vous a été offert par l'éditrice et nous vous remercions pour votre écoute. Retrouvez plus d'infos et de ressources pour savoir qui vous êtes lorsque vous écrivez directement sur le site de l'éditrice, www.editrice.com. Tous les liens sont en description. L'éditrice. Prendre soin de ceux qui écrivent le monde. 1